Donc, je poursuis là où j'en étais rendu à la fin de la cinquième capsule de la première semaine de cours en traitement thermique. Je vous avais montré l'influence du carbone sur les diagrammes TRI. Donc, il y a deux effets qu'on remarque. Une première sur la position des courbes là, du nez du diagramme TRI. Plus on ajoute du carbone, plus les courbes se déplacent légèrement vers des temps plus longs. Mais on ne parle pas de temps très important, là, on parle de 1 ou 2 secondes. Donc c'est pas, le carbone n'a pas une très grande influence sur le retard des transformations euh, de l'austenite à ferrite primaire, à perlite et à bénite. Par contre, on avait vu que le carbone a une influence très importante sur la température de début de transformation martensite, en l'occurrence le MS, et aussi, par le fait même aussi, sur la température de la fin de transformation. Donc, la teneur en carbone dans l'austenite a pour effet de rabaisser fortement les températures de début et de fin de transformation martensitique. Maintenant, là on en était rendu. Pousser plus loin, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en détail sur l'influence des éléments d'alliage dans l'acier. Dans les années passées, j'avais pour habitude d'attendre plus loin dans la session avant de parler des éléments d'alliage, mais cette année, j'ai choisi d'aborder ce sujet-là plus tôt, immédiatement après l'explication des diagrammes TRI, afin de faire un lien plus facile, plus évident entre les diagrammes TRI et les éléments d'alliage. Mais je vais ramener plus loin dans la session le rôle des éléments d'alliage, qui va être justement un peu au cœur du sujet du laboratoire numéro 4, qui concerne les essais Gemini et la trempabilité des aciers. Donc, en attendant, ben, je vais tout de suite parler du rôle des éléments d'alliage sur les transformations à l'état solide et particulièrement sur le diagramme TRI des aciers. Donc, là, il me manque un diagramme. Eh bien, en tout cas, c'est pas grave, je vais y aller comme ça. Une petite diapositive qui n'a pas été complétée à mon insu. Donc, lorsque on compare l'acier 1050 par rapport à l'acier 6150, dont la métallographie a visiblement disparu, hein, ici. Je ne sais pas si je peux la faire apparaître. Non, elle n'est pas là non plus. Ah, c'est bizarre. Elle est disparue. Donc, la teneur en éléments d'alliage dans l'austenite a aussi pour effet de rabaisser les températures de début et de fin de transformation martensitique. Donc là, on n'est pas en mesure de le voir sur le diagramme. Là. Je vais tâcher le fichier PowerPoint que je vais vous mettre disponible dans le Léa. Je vais tâcher d'avoir fait la correction, d'avoir fait l'ajout du diagramme. Mais ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on compare deux aciers qui ont les mêmes teneurs en carbone, donc le 1050 qui possède 0,5 carbone mais sans élément d'alliage, par rapport au 6150 qui lui a aussi 0,5% de carbone mais avec une certaine teneur en chrome, en molybdène surtout, ben ça a aussi un effet ça rabaisse aussi la température de début de transformation martensitique, mais on le voit pas, là, le diagramme n'est pas là présentement. Donc, ok, ça c'est fait. Donc ça a été vu. Ce qu'on remarque aussi avec la teneur en carbone, c'est que non seulement elle rabaisse les températures de début de transformation martensitique, mais l'écart qui sépare la température de début et de fin de transformation martensitique augmente avec la teneur en carbone qui augmente. Donc regardez là, la figure de droite là, que je vous ai montré tout à l'heure, 0,2% de carbone, ben, le début de transformation, la température de début de transformation martensitique et celle de fin de transformation martensitique sont confondues.
Tandis qu'à 0,5 carbone, ben, on voit que non seulement on voit un rabaissement de la température de début de transformation martensitique, mais la température de fin de transformation martensitique est rabaissée davantage, de sorte que là, ça crée un écart d'environ là, à peu près 80-80 degrés C entre la température de début et de fin de transformation martensitique dans le cas d'un essai qui possède 0,5% de carbone. Et lorsqu'on on ajoute davantage de carbone, donc par exemple dans le cas de 0,8, ben, on voit que l'écart a augmenté encore entre la température de début et de fin de transformation martensitique. Donc ce que ça veut dire, ça, c'est que quand on trempe un acier, plus l'acier contient de carbone, et si on veut s'assurer que le maximum de martensite puisse apparaître dans l'acier, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus l'acier a de carbone, plus on doit s'assurer que l'acier atteigne une température basse pour compléter la transformation martensitique. Ça, c'est pour les températures. Mais en ce qui a trait à l'écart de température, ben là, je vais vous parler bientôt d'un phénomène qui a lieu lors des trempes des aciers. En réalité, là, c'est impossible de tremper, d'obtenir 100% de martensite avec un seul refroidissement, une trempe. Donc, et l'écart de température entre la fin et le début de transformation rend de plus en plus difficile l'augmentation du pourcentage de martensite obtenu après une trempe. Elle affecte de plus en plus la quantité de martensite obtenue après une trempe. Donc, je vais rentrer un peu plus en détail dans cet aspect-là important tout à l'heure. Ah ben justement, c'est justement le sujet dont je viens de vous parler. Austenite résiduelle. C'est quoi de l'austenite résiduelle? Ben, on sait que lorsqu'on trempe un acier, on démarre à haute température. Donc, à 800, par exemple, si on fait une mise en solution à 800, on est dans la zone austenite stable, c'est-à-dire que tant et aussi longtemps que l'acier est maintenu à 800 degrés C. Dans le cas d'un 1080, ici, on a le diagramme des TRI de l'acier ordinaire au carbone contenant 0,8% de carbone, donc le 1080. Et si on a un 1080 dans un four à 800 et qu'on décide de faire une trempe très rapide, donc de faire un refroidissement continu rapidement, et un refroidissement qui va suivre la courbe rouge en descendant que vous voyez. Donc on voit que le refroidissement est assez rapide pour presque éviter, là, presque au complet, pas tout à fait, là, pour le nez de la courbe. Donc, on essaie de se maintenir dans la zone d'austenite instable qui se retrouve à gauche du diagramme, avant le nez de début de transformation, de manière à préserver l'austenite pour, pour la transformer en martensite. Donc, ici, c'est important de souligner, puis je vais le refaire là, plus tard, c'est que de la martensite, là, on peut fabriquer ça uniquement à partir d'austenite. Donc, de la ferrite, de la cémentite, ou de la perlite, de la bénite, ça ne se transforme pas en martensite. C'est uniquement l'austenite. Donc, ça, c'est important. Ça fait que si l'austenite se transforme en autre chose lors du refroidissement, par exemple en ferrite primaire ou en perlite, ben, cette ferrite primaire-là et cette perlite-là va demeurer de la ferrite et ou de la perlite. Ça ne pourra pas se transformer par la suite pour une température plus basse en martensite. Donc ça, c'est important à se rendre compte, puis je vais le rappeler de temps en temps pendant le cours. Ça. Donc, si on fait un refroidissement rapide, puis qu'on conserve presque toute ou la forte majorité d'austenite pour la préserver jusqu'à atteindre la température de 210, qui est la température du début de transformation martensitique, et là, pendant que l'acier baisse en température, tel que représenté par la courbe rouge, et là, au fur et à mesure, au fur et à mesure que la température de l'acier baisse, bien, le pourcentage en martensite augmente. On traverse la ligne de 50, M50, et ensuite on finit par atteindre la limite à M90, et là, l'acier finit par si on fait une trempe dans l'eau glacée, par exemple, ben, l'acier finit par atteindre la température de 0. Donc, ce qui est important de savoir ici, c'est que cet abaissement de la température MS, ainsi que l'augmentation de l'écart entre MS et MF, donc on a vu que plus on ajoute de carbone dans l'acier,
plus les températures de début et de fin de transformation martensitique sont rabaissées, et la température de fin de transformation martensitique est rabaissée davantage, de sorte que ça crée un écart de température plus grand entre le MS et le MF pour des teneurs en carbone plus élevées. Mais ça, ce que ça fait, ça, cet écart-là qui est plus grand entre le MS et le MF, ça crée de l'austenite résiduelle. Donc, on augmente la quantité d'austenite instable en mesure de se transformer en martensite lors du refroidissement de l'acier pendant la trempe. Donc, ici, là, je me suis trompé. En le lisant, je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur. Donc, cet abaissement de la température MS ainsi que l'augmentation de l'écart diminue. Et non pas augmente. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit augmente. Là, ça diminue. Voilà. La quantité d'austenite instable en mesure de se transformer en martensite lors du refroidissement. Donc, désolé là pour la confusion. Donc, je reprends plutôt l'abaissement de la température du MS ainsi que l'augmentation de l'écart entre MS et MF. Ça diminue la quantité d'austenite instable en mesure de se transformer en martensite. Donc, on va avoir moins de martensite formé lors du refroidissement de l'acier pendant la trempe. Donc, en plus, comme pour la ferrite et la cémentite, comme pour la ferrite et la martensite a aussi besoin de joints de grains pour se fixer et remplacer l'austenite instable. Donc, j'avais expliqué dans une capsule précédente que lorsqu'on fait un refroidissement lent, à partir de l'austenite, donc j'avais amené cette image-là là, pour indiquer que j'avais utilisé l'image pour vous indiquer entre autres que lorsque la cémentite et la ferrite apparaît là, dans la transformation eutectoïde pour former la perlite, cette apparition de phase d'équilibre se fait en bordure de grains. Mais la martensite, elle aussi, apparaît à partir des bords de grains. Là, j'ai dessiné des bords noirs là, sur les bords de grains qui illustrent l'apparition de la martensite. Donc, les bords noirs, là, c'est des marques de martensite, les fameuses aiguilles que vous avez vues dans les métallographies sur la capsule précédente. Donc, moins les joints de grains sont nombreux, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les grains sont plus gros, ou les grains moins nombreux, si les grains sont moins nombreux, il y a moins de joints de grains. La longueur totale des joints de grains est plus courte. Et ça fait moins d'endroits pour que la martensite puisse apparaître. Donc la martensite va avoir peut-être un petit peu plus de difficulté à apparaître, du moins les phases d'équilibre aussi. Mais peu importe, là, en ce qui a trait la martensite, alors moins les joints de grains sont nombreux, grains plus gros, plus la quantité d'austenite ne pouvant pas se transformer en martensite sera importante. Donc c'est plus difficile pour la martensite de germer, si on peut dire, quand il y a moins de longueur de joints de grains. Donc il y a moins de sites disponibles. La présence d'austenite instable dans l'acier est gênante pour deux raisons. Donc, c'est pas en, mais est gênante ici. Donc, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ma présentation. Il va falloir que je corrige ça avant de vous la partager dans le Léa. Donc, l'austenite résiduelle, c'est quoi? C'est que lorsqu'on trempe un acier, ben, c'est pas tout l'austenite instable qui va se transformer en martensite. Et arrivé à la température de fin de transformation martensitique à l'ambiance, on va se retrouver dans l'acier avec de l'austenite pas transformée. Donc, ni en phase d'équilibre, ni en ferrite, ni en perlite, parce que le refroidissement était trop rapide, donc c'est impossible de faire de la ferrite et de la cémentite dans ces conditions-là, mais non plus que cette austenite-là n'a même pas été en mesure de se transformer en martensite. Donc, ça s'appelle de l'austenite résiduelle. Donc, vous avez ici une métallographie qui est d'un acier qui a été trempé, et un peu partout, il y a de la martensite, sauf dans les zones plus foncées, il est en aiguille, sauf qu'il y a des zones qui sont blanches, c'est l'austenite résiduelle, donc les zones qui n'ont pas été transformées en martensite. Et pourquoi? Mais pour deux raisons. Que c'est pas souhaitable d'avoir de l'austenite résiduelle dans un acier trempé.
c'est que l'austenite résiduelle, elle est très molle, c'est mou, donc ça fait en sorte qu'on n'est pas capable d'atteindre la dureté requise lors de la trempe. Donc, mettons, si on vise 66 Rockwell-C, puis qu'on a une teneur en carbone potentiellement suffisante, ben, on va perdre quelques duretés. On va perdre 1, 2 ou 3 HRC, tout dépendant de la teneur en austenite résiduelle. Donc, on risque pas d'être capable d'atteindre les spécifications en termes de résistance et de dureté. Et l'autre raison, c'est que l'austenite résiduelle, elle va éventuellement se transformer, mais ça va prendre du temps. Et la transformation va se faire pendant la mise en service de l'acier, à température ambiante ou même à une température un peu plus élevée. Puis, l'austenite va être capable, finalement, avec le temps, mais très très tranquillement, il va être en mesure de se transformer en phase d'équilibre, donc entraînant en même temps une instabilité dimensionnelle, vu que la ferrite, qui est la phase d'équilibre qui va finir par apparaître tranquillement pas vite à partir de cette résiduelle, occupe plus de volume que l'austenite. Donc, vous avez appris en sciences des matériaux, peut-être que cette notion-là vous a été revisée en alliage ferreux, que le réseau cubique centré, il est moins compact que le réseau cubique face centré. Donc, autrement dit, là, le réseau, pour un même nombre d'atomes, pour une même masse, les atomes de fer, lorsqu'ils sont empilés en cubique centré, ils occupent un peu plus de volume que le même nombre d'atomes empilés en cubique face centré. Donc, ce qui veut dire que l'austenite résiduelle, qui, elle, est enfermée dans l'acier, sous forme cubique face centrée, les atomes vont éventuellement se transformer en cubique centré et donc engendrer un gain de volume. Et ce que ça va faire, bien, ce gain de volume-là va entraîner une contrainte très importante autour des grains d'austenite résiduelle qui se transforment en ferrite. Et ça va fragiliser la pièce en acier parce qu'il va y avoir des contraintes très importantes qui vont se créer de l'intérieur, amener des fissures, d'autant plus que ces fissures-là vont apparaître dans des zones très dures avec présence de martensite. Donc, et les fissures vont pouvoir se propager à partir de l'intérieur. Et au moment où une pièce subit un léger choc, qui devrait normalement pas entraîner de rupture du tout, mais cette présence de contrainte-là à l'intérieur très importante va faire en sorte que, combiné avec la mise en choc, la contrainte extérieure, va amener aux fissures de l'intérieur à se propager vers l'extérieur de la pièce. Donc, on va être témoin d'une pièce qui va se casser de manière subite et fragile. Donc, on peut s'imaginer les conséquences que ça peut avoir pour des pièces dans l'aviation ou dans d'autres des pièces de structure ou dans les moteurs. Donc, c'est effectivement, il faut, on s'en rend compte, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'austenite résiduelle lorsqu'on met un acier en service après un traitement thermique. Les facteurs qui influencent la quantité d'austenite résiduelle. Donc, tout dépendant de la situation, on peut avoir très peu d'austenite résiduelle ou des fois on peut en avoir beaucoup plus. Donc, c'est certain que quand il y a beaucoup plus d'austenite résiduelle, c'est plus problématique. Donc, qu'est-ce qui influence la quantité d'austenite résiduelle? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que la teneur en carbone, plus elle est importante, plus l'austenite résiduelle risque d'apparaître et plus elle va être importante. Et ça, c'est en lien avec, je vais revenir en arrière, avec l'écart de température entre le MS et le MF. Donc, plus l'écart de température entre le MS et le MF est important, donc provoqué par un taux de carbone plus élevé, plus il y a de l'austenite résiduelle. Le deuxième facteur, c'est la concentration d'éléments d'alliage qui augmente. Donc, les éléments d'alliage contribuent aussi à augmenter un peu la teneur en austenite résiduelle. La taille des grains qui augmente, comme je l'expliquais tout à l'heure, la martensite a besoin de joints de grains pour germer et avancer rapidement vers le centre. S'il y a moins de joints de grains, ben, la martensite a un petit peu plus de difficulté à apparaître lors du refroidissement rapide, de sorte qu'on va avoir moins d'austenite qui va s'être transformée en martensite, donc plus d'austenite résiduelle. Et la température d'austenisation qui augmente. Quand on utilise une température de chauffage lors de l'étape de l'austenitisation, avant la trempe, plus c'est chaud, plus on risque d'avoir d'austenite résiduelle. Pourquoi?
Parce que lorsqu'on chauffe les métaux, à l'état solide, bien entendu, là, les grains grossissent. Ça, c'est un concept que vous savez déjà. J'en avais parlé, entre autres, en alliage léger. Euh, et pour un temps donné de traitement thermique, là, si je surchauffe l'acier, si j'utilise une température plus élevée que ce qui est recommandé, ben, les grains vont se marier ensemble plus rapidement et à la fin, à la sortie du four, on va se retrouver avec des grains plus gros. Et là, on vient de voir que quand les grains sont plus gros, ben, la martensite a plus de difficultés à apparaître, de sorte qu'on se retrouve avec plus d'ostinite résiduelle. Et finalement, le dernier facteur qui va influencer la présence d'ostinite résiduelle, c'est la vitesse du refroidissement qui augmente. Donc, plus le refroidissement est rapide, plus aussi l'ostinite résiduelle va avoir tendance à augmenter. Voilà. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il est impossible donc d'avoir pas d'ostinite résiduelle de la part d'un acier traité thermiquement? Il est tout à fait possible d'enlever l'ostinite résiduelle, du moins de la transformer. Donc, il est possible d'obtenir une structure 100% martensitique pour maximiser la dureté puis éviter les problèmes de contrainte et de fragilité que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on peut avoir 100% martensite. Vous avez ici une métallographie qui montre une structure 100% martensitique. Par contre, pour réussir à avoir 100% de martensite, c'est presque impossible à avoir d'un seul coup, dans une seule trempe. Ce qu'il faut faire, c'est une deuxième trempe. Donc, on va faire une trempe par le froid. Donc, il s'agit de plonger la pièce à une température très basse. C'est tout dépendant de la situation, tout dépendant de la teneur en acide résiduel. C'est une température qui va être comprise entre moins 80 puis ça peut aller jusqu'à moins 180 degrés C. Et on va immerger la pièce dans ces conditions très froides-là et ça force l'ostinite résiduelle à se transformer en martensite. Donc, et là, au bout d'un certain temps, on se retrouve avec un acier 100% martensitique. Donc, basse température force l'ostinite résiduelle à se transformer à son tour en martensite. Le carbone est de loin l'élément mélangé au fer qui a le plus d'influence sur les propriétés mécaniques des aciers. Donc là, je quitte le sujet de l'ostinite résiduelle, qui a été une petite parenthèse, et je vais revenir sur l'influence des éléments d'alliage. C'est le carbone qui influence le plus la résistance mécanique des aciers. Donc, c'est sur le carbone que reposent les propriétés mécaniques des aciers. Et de différentes façons. En premier lieu, le carbone, il durcit la ferrite. Donc, en se logeant dans les sites octaédriques, comme j'ai déjà expliqué dans une capsule précédente, ben, il comprime les atomes de fer autour et ça rend plus difficile le glissement des plans. Ça durcit la matrice. Donc, il y a un durcissement du fer uniquement par la mise en solution du carbone dans le fer, donc la ferrite. Mais c'est pas l'influence la plus grande sur la dureté, loin de là. La plus grande contribution du carbone, de manière générale, sur la résistance mécanique des aciers, c'est par la formation des carbures, notamment la cémentite, qui est le carbure de fer, qui est très dur. Donc, on va former la perlite, la bénite, qui est plus dure encore, la cémentite primaire dans le cas des aciers à haute teneur en carbone, les aciers hypereutectoïdes. Les différents carbures, donc beaucoup on a vu tout à l'heure qu'il y avait la plupart des éléments d'alliage, peut-être à part le nickel, là, ceux qu'on a vus tout à l'heure étaient à peu près tous carburigènes. Donc le carbone est capable de réagir chimiquement avec à peu près tout ce qui se retrouve autour de lui, à part peut-être le nickel, pour former des carbures qui vont contribuer, là, tout dépendant de la teneur en éléments d'alliage, qui va donc contribuer de manière plus ou moins importante à la dureté et à la résistance mécanique des aciers. Donc, c'est vraiment à travers le carbone que tout se passe là, au niveau de la résistance mécanique des aciers. Donc, le carbone est de loin l'élément avec un S, bon, il faut encore quelque chose à corriger ici, mélangé au fer qui a le plus d'influence sur les propriétés mécaniques des aciers. Donc, je lui ai mis une petite couronne là, pour
illustrer le fait que c'est le roi de la résistance mécanique dans les aciers. Et surtout, c'est grâce au carbone que la martensite peut se former et être très dure. Donc, voyez-vous, là, la martensite, ça repose sur la présence du carbone. Donc, la martensite, c'est du carbone resté coincé en solution dans la matrice métallique en état de grande sursaturation. Les atomes de fer, comme on a vu dans une capsule précédente, sont même obligés de se tasser, pour former une nouvelle structure qu'on a appelée quadratique centrée et qui donne comme résultat l'impossibilité à la structure de pouvoir mettre en action des glissements de plan. Donc, ça se traduit par un gain de résistance mécanique, une dureté très élevée. Par contre, la martensite n'est pas du tout ductile, donc une résistance au choc qui est à peu près nulle, mais extrêmement résistante et extrêmement dure. Donc, tout ça, c'est grâce au carbone. Bon, ensuite, là, je vais aborder les éléments d'alliage des aciers parce que le carbone, on ne le considère pas comme un élément d'alliage. C'est un élément de base qui est toujours présent dans les aciers. Là, maintenant, je vais aborder le sujet des éléments d'alliage. Essayer d'expliquer comment ces éléments d'alliage-là vont contribuer aux propriétés mécaniques et aux transformations à l'état solide des aciers. Donc, pour comprendre comment le nickel améliore ce qu'on appelle la trempabilité, ou la trempabilité, c'est quoi? C'est la capacité d'un acier à former de la martensite. Donc, pour l'instant, là, ça se traduit là, par la capacité, l'effet qu'ont les éléments d'alliage pour retarder les transformations, donc déplacer les nez de la courbe TRI euh, vers la droite, vers des temps plus longs. Il faut considérer au départ les éléments suivants. Donc, ce qui va influencer, là, en premier lieu, l'effet des éléments d'alliage sur les transformations de l'acier, c'est la taille de l'atome d'alliage par rapport à celle des atomes de fer. Donc, on se rend compte que la taille de l'atome de nickel là, est proche de celle de l'atome de fer. Ça facilite son pouvoir de diffusion au nickel. Je l'avais dit dans une capsule précédente, dans la capsule précédente, je le rappelle ici parce que c'est important. Donc, le nickel, là, son diamètre, il est de 124 picomètres. Tandis que le fer, il est de 126 picomètres. Des picomètres, là, c'est 1 par 10 à moins 12 mètres. Donc, c'est assez petit, là. C'est 1 centième de Armstrong ou 1 millième de nanomètre. Donc, c'est petit, les atomes. Et on voit que leur taille est quand même très très proche. Là, on pourrait même considérer qu'elles sont identiques là, à 2 picomètres de différence. Là, c'est pas très important. Ce qu'il faut aussi se rappeler, on l'avait dit tout à l'heure, le nickel il est non carburigène. Et le nickel est un élément gammagène, c'est-à-dire qu'il stabilise la phase cubique à face centrée du fer. Donc ça, c'est les points à considérer pour comprendre de quelle façon le nickel va retarder les transformations. Donc, je ramène le diagramme que j'avais présenté dans une capsule précédente, en l'occurrence le diagramme TRI de l'acier chrome molybdène nickel, donc l'acier 4340. Et on voit que le diagramme TRI, là, si on se compare au 1080, là, il est pas mal transformé, là, il a pas mal changé. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que dans l'ensemble, les courbes sont déplacées vers des temps plus longs. Je rappelle que l'échelle de temps, il est logarithmique. Là. Donc, par exemple, là, si on faisait une trempe étagée à environ 410-425 degrés C, la transformation débuterait là, le plus court, le délai le plus court, là, c'est une dizaine de secondes. Un petit peu moins, 11-12 secondes à peu près. Là. Pour ce qui est de la transformation ferrite primaire perlitique, mais ça prendrait une centaine de secondes là, environ. Si on suit la ligne rouge, on arrive sur la ligne, même plus que 100, on est à 150 secondes. Là. Donc, j'ai indiqué 150 en rouge. Là. Donc, vous voyez que la présence de chrome à hauteur de 1%, de molybdène à hauteur de 0,2, puis de nickel à 1,75, ben, tout ça ensemble contribue à retarder beaucoup la formation des phases d'équilibre.
Et ça, c'est un avantage en traitement thermique. Parce que lorsqu'on veut durcir les aciers, lorsqu'on veut augmenter leur résistance mécanique, ben, on ne veut pas que les phases d'équilibre apparaissent. Surtout pas la ferrite primaire. La perlite, c'est beaucoup moins dur que la martensite. Même la bénite, c'est moins dur que la martensite. Donc, on a avantage à ce que lors du refroidissement, l'austenite de départ puisse refroidir en ne formant pas ni de ferrite primaire, ni de bénite, ni de perlite. On veut conserver cette austenite primaire-là de manière à ce qu'on puisse atteindre le MS avec uniquement de l'austenite et la transformer ainsi en martensite. Donc, c'est ça l'intérêt d'ajouter des éléments d'alliage et donc l'intérêt de repousser, de reculer les courbes de transformation vers des temps plus longs. On se donne la chance donc de préserver l'austenite jusqu'au MS pour la transformer en martensite. Donc le nickel, il contribue à ça. Donc le nickel, par son effet stabilisateur de l'austenite, parce qu'on a vu qu'il était gamma-gène, ben, il retarde l'apparition de la ferrite lors de la transformation à l'équilibre. Donc le nickel contribue à faire en sorte que le fer puisse demeurer austénitique plus longtemps pour des plus basses températures. Ça aide à le préserver pour faire éventuellement de la martensite avec. Par contre, il a un effet limité sur le retard de l'apparition de la bénite. Donc, vous voyez que s'il n'y avait pas de nickel dans l'acier, la ligne de transformation au niveau de la bénite, elle ne serait pas vraiment beaucoup changée. Par contre, le nickel contribue beaucoup plus à reculer la courbe dans la partie du haut, là où est-ce que la flèche rouge, là. Donc, le nickel a une influence sur le retard de l'apparition de la ferrite primaire et de la perlite qui apparaît dans la partie supérieure du diagramme. Donc, ça repousse vers des temps plus longs. Mais sur la bénite, le nickel a un effet très limité. Donc, ça a comme effet, cette présence de nickel-là, d'un peu de couper le nez en deux, ou de faire deux nez. Donc, la ligne verte que vous voyez, là, c'est la frontière entre la zone de transformation perlitique et la zone de transformation bénitique. Donc, le nickel, vraiment, là, il fait une coupure là, entre les deux. Donc, on voit ici, là, on peut établir une comparaison avec les aciers qui contiennent la même teneur en chrome, même teneur en molybdène, 4140 versus 4340, mais le 4340, lui, en plus, il y a du nickel. Donc, vous voyez l'effet du nickel là, sur les températures. Donc, tantôt, j'ai dit que le nickel n'avait pas une grande influence sur le retard de la transformation magnétique, mais il y en a une quand même. Quand on compare, là, la transformation magnétique débuterait à une dizaine de secondes à 800 degrés Fahrenheit, tandis que sans nickel, la transformation débute plutôt à environ 3-4 secondes. Donc oui, le nickel a un certain effet, mais le retard est beaucoup plus important sur la ferrite primaire et la perlite dans le haut du diagramme. Ici, je vais expliquer un petit peu plus en détail la façon dont le nickel, le mécanisme exact par lequel le nickel retarde l'apparition de la ferrite primaire et de la perlite lors du refroidissement. Donc, par son effet gamma-gène, ça veut dire que le nickel, lui, il force le fer à demeurer cubique face centrée pour une température plus basse. Le nickel retarde la germination de la ferrite, parce qu'il empêche un peu le fer de se réorganiser en cubique centré, donc il retarde la germination de la ferrite et de la cémentite en bordure des grains d'austenite. Donc il retarde à la fois l'apparition de cémentite et de ferrite. Donc là, on voit ici, j'ai représenté là, en bleu les atomes de nickel à travers un grain. Puis, aussitôt que la température de l'acier franchit le solvus A3, déjà rabaissé par la présence des atomes de nickel, les atomes de nickel commencent à quitter le bord des grains et diffusent tranquillement en direction du centre des grains. Donc là, j'ai représenté des atomes de nickel qui étaient au départ déjà présents en bordure de grains. Et ce nickel-là, les joints de grains deviennent très inconfortables au fur et à mesure que la température se rabaisse. Et le nickel va avoir tendance à diffuser tranquillement vers les joints de grains, vers le centre des grains, c'est-à-dire.
en prenant les directions rouges, les flèches rouges. Et puis là, au bout d'un moment, là, ce qui arrive, c'est que là, le nickel est très peu présent en bordure de grain. Et ça va permettre finalement à la ferrite et à la cémentite de pouvoir apparaître en bord de grain. Mais dans le fond, le nickel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retardé l'apparition de la cémentite et de la ferrite pour justement pas qu'elle apparaisse trop tôt, advenant le cas où on veut préserver l'austenite pour faire de la martensite. Mais si on fait une trempe étagée, c'est-à-dire que si on fait un refroidissement isotherme, donc autrement dit, admettons que moi je fais un refroidissement isotherme, je vais ramener le diagramme, là, mettons prenez le 4340, puis là on prend une pastille en acier, on l'immerge à une température d'environ 650 degrés C, puis là on maintient 650, et on voit dans le diagramme, sur le diagramme de gauche, là, qu'on ça prend un délai d'environ 150 secondes pour commencer à faire de la ferrite primaire. Puis là, on peut décider de maintenir très très longtemps jusqu'à temps qu'on forme tout l'austenite en ferrite primaire et perlite, de manière à atteindre au bout d'une 10 000 secondes, là, on finit par toucher la ligne de fin de transformation puis obtenir des phases d'équilibre, ferrite primaire et perlite. Donc, imaginons que c'est ça qu'on veut faire. Donc, c'est ce qui va se passer ici. Fait que là, le nickel va diffuser, il va avoir le temps, et ça va être assez chaud pour lui, longtemps, à 650, pour diffuser lentement, mais inexorablement vers le centre des grains. Les joints de grains vont être appauvris en nickel. Le réseau cubique centré va être d'autant plus stabilisé. Et donc, la ferrite et la cémentite, à ce moment, la ferrite primaire, c'est surtout la ferrite qui va apparaître en premier dans le cas d'une hypotectoïde, là, aux bordures de grains, va pouvoir apparaître. Donc, je vous montre aussi en même temps, là, en bas à gauche de l'écran, là, le profil de concentration du nickel au bout d'un certain temps entre le bord des grains. Là, à 0, on est au bord des grains. Et puis, lorsqu'on se déplace sur le graphique vers les distances plus grandes, là, vers la gauche, là, ça c'est la distance par rapport au joint de grain. Puis on voit que la concentration en nickel augmente au bout d'un certain temps. Elle augmente et elle descend en bord de grain. Et elle augmente au centre des grains. Donc, et là, ce qui arrive, c'est que là, le nickel, il se concentre au centre du grain. Et le centre du grain, il commence à être riche en nickel. Donc, ça va être d'autant plus difficile pour la ferrite et la cémentite d'apparaître en bord de grain parce que là, les atomes de fer voient du nickel arriver. Et ça le nickel, il est gamagène. Donc, ça va être difficile plus difficile au centre du grain pour les phases d'équilibre d'apparaître. Donc, ça va être plus difficile, donc, mais ça va se produire quand même, mais ça va être plus long. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Il va falloir que le nickel, finalement, donc, ouais, on voit ici, là, la perlite commence à apparaître au bout d'un certain temps. Et le nickel qui est plus concentré au centre. Donc, la zone appauvrie en nickel, donc proche des bords de grain, euh, l'abaissement de la température suffisante permet la croissance de la ferrite et de la cémentite. Si c'est mettons que c'est un acier qui contient 0,8% de carbone, donc on va avoir que de la perlite, mais de manière générale, on va avoir aussi de la ferrite primaire avec la perlite qui va pouvoir croître. Par contre, la zone enrichie en nickel, plus loin, dû à sa diffusion, va ralentir la croissance des phases d'équilibre au centre du grain. Donc ça, c'est le phénomène qui va avoir lieu lors de la transformation. Donc c'est un peu la façon dont le nickel retarde la transformation. C'est surtout grâce à cause de son pouvoir de stabilisation de la phase cubique à face centrée. Et il faut dire aussi ce que je n'ai pas écrit dans mon PowerPoint, c'est qu'il est plus difficile aux germes d'apparaître. C'est ce qui est le plus énergétiquement demandant. Et aussitôt que les germes sont apparus, là, c'est moins difficile pour que ces germes-là puissent croître. Ce qui est retardant, si on veut, c'est la germination des phases. Et ça, il faut être conscient que le nickel l'empêche au début, parce que le nickel est concentré au bord de grain aussi. Il y a la présence de nickel au bord de grain. Et ça empêche la germination des phases d'équilibre, puis ça crée le retardement. Mais après ça, aussitôt que le processus est entamé, là, c'est plus facile. Ce que je vous montre ici, c'est un graphique, un diagramme.
C'est un diagramme d'équilibre là, qui montre l'influence du nickel et du chrome sur la stabilité des phases gamma versus alpha. Donc là, il y a trois courbes ici. Chacune des courbes correspond à des teneurs en nickel données. 0, 4 et 8% nickel. Si on regarde la courbe de 0, ce que ça montre, ça, c'est que il n'y a pas uniquement le nickel qui influence aussi le domaine austénitique, il y a le chrome, comme on l'avait vu dans une capsule précédente. Donc, par exemple, lorsque on a 5% de chrome, et puis qu'on monte la température, on voit que, bon, quand il y a 0% nickel, mettons on se situe à 5, puis on monte la température, on voit que on atteint l'austenite à une température d'environ 850. Là. Tandis que si je mets 4% nickel, on voit que la courbe est un peu plus basse, donc l'austenite a été stabilisé davantage. On fait apparaître l'austenite à une température plus basse pour une même teneur en chrome. Donc on voit, autrement dit, l'intérieur des courbes, là, la courbe elle délimite une zone, là, on voit que cette zone-là s'agrandit, l'austenite est stabilisée davantage au fur et à mesure qu'on ajoute du nickel dans l'acier. Et voilà, c'est ce que je voulais montrer avec ça. Et je vais faire un lien avec une classe d'acier que vous avez vue dans votre cours d'alliage ferreux avec Stéphane. Je vous rappelle que les aciers inox, par définition, contiennent au minimum 12% de chrome. Et si à ce 12% de chrome, on ajoute une teneur suffisante en nickel, à partir de 6% au gros minimum, et ça peut aller jusqu'à 12%, en général entre 8 et 10, on a, ça concerne une classe d'acier inox qui s'appelle les aciers inox austénitiques. Donc, le nickel, la forte présence du nickel garantit la présence de la phase austénitique même à basse température, même à l'ambiante. Donc, ce que je vous montre ici, c'est un diagramme ternaire. Donc, vous n'en avez probablement pas vu souvent des diagrammes ternaires. C'est peut-être le seul que vous allez voir dans votre formation de métallurgie, parce que quand on fait un bac en métallurgie au niveau universitaire, on en voit souvent des diagrammes comme ça. Mais à votre niveau ici, on essaie de pas trop. C'est peut-être plus ou moins utile pour vous. Mais sachez qu'il existe non seulement des diagrammes d'équilibre binaires, ceux que vous êtes habitués de voir, mais il y a aussi des diagrammes d'équilibre ternaire comme celui-là, où on a le diagramme ternaire, c'est ce qu'on il permet de voir les phases que l'on a, non pas en fonction d'un mélange binaire de deux éléments, mais en fonction de trois éléments. Donc la base métallique, le fer, et de deux éléments simultanés, chrome et nickel dans ce cas-ci. Donc ce que ça donne, ça c'est autrement dit, là, tout dépendant de la teneur en chrome versus la teneur en nickel, on est en présence, il y a trois possibilités. Soit qu'on est en présence d'un acier monophasé, c'est-à-dire uniquement constitué de cubiques centrés. Donc c'est la partie supérieure du diagramme, là. Tout ce qui est en haut de la ligne de la frontière du solvus bleu, le premier en haut. Donc quand on est en haut de ça, on est uniquement cubique centré. Ça concerne les teneurs en chrome très élevées. Donc, bien entendu, le chrome étant cubique centré lui-même, bon, c'est normal aussi, là, dépendant de la composition en fer. Et vous avez la partie inférieure qui est uniquement une situation, là, une combinaison chrome-nickel et composition chrome-nickel pour lesquelles on a uniquement de l'austenite stable. Comme par exemple, mettons qu'on a un acier qui contient 20% de chrome et 50% nickel. Donc, il s'agit d'aller sur la ligne, l'axe du triangle qui est à droite, c'est l'axe du chrome. Vous mettez-vous à 20, puis il y a une ligne horizontale, là, fait que suivez la ligne horizontale. Puis là, les lignes de nickel sont en bas, l'axe du nickel est en bas, ça fait que mettez-vous à 50 et allez rejoindre la ligne horizontale, c'est-à-dire suivez la ligne qui s'en va vers la gauche là, au croisement 20 et 50. Donc à 50% nickel, 20% chrome.
ben on est dans la zone austénitique. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la chose, le diagramme. Voilà. Ici, un autre diagramme d'équilibre, mais cette fois-ci binaire, donc plus simple à comprendre. C'est le diagramme d'équilibre fer-nickel. Et on voit bien ici que on a un réseau cubique face centré qui est stable jusqu'à une température d'environ 400 degrés C. Et on voit qu'il y a une espèce de point tectoïde là. Euh, et si le nickel, si on enlève du nickel, ben, la température de stabilisation de l'austenite, elle grimpe. Donc, moins il y a de nickel, plus l'austenite, plus la stabilité de l'austenite est faible. Autrement dit, elle va apparaître des températures plus élevées. Et ce qu'on se rend compte, c'est que même à très forte présence de nickel, mettons à 10, 20%, 30%, ben on est à l'équilibre, on est dans des zones cubiques centrées. On n'est pas vraiment cubique à face centrée. Voilà. Donc, mais quand on parle des aciers inox, on parle d'acier qui contient 8% et l'acier est austénitique même en présence de chrome. Donc, comment se fait-il que à l'équilibre, à 8% nickel et avec une certaine teneur en chrome, on n'est pas supposé, je vais vous le montrer sur le graphique ici, là. Mettons un acier inox contenant 20% de chrome avec 8% nickel, ben on n'est pas supposé avoir que de l'austenite. On a quand même une très bonne proportion de ferrite. Pourquoi que dans un acier inox, on est uniquement constitué d'austenite? C'est parce que l'austenite est à l'état métastable dans un acier inoxydable. Donc, les aciers, pour être austénitiques, ça prend deux conditions. Ça prend suffisamment de nickel, mais pas uniquement ça. Ça prend aussi un traitement thermique. On fait une mise en solution et ensuite on fait une trempe très rapide à partir d'une très haute température, de 1000 à 1150 degrés C. Et là, on fait une trempe à l'eau. Et là, après la trempe, l'acier devient 100% austénitique. Donc, on crée une situation de métastable. Donc, tous les aciers inox austénitiques doivent subir un traitement thermique. On appelle ça un traitement d'hypertrempe. Donc, on a le traitement hypertrempe des inox austénitiques. Si on ne fait pas ce traitement thermique-là, même s'il y a suffisamment de nickel, l'acier ne sera pas austénitique. Donc, ça fait partie du processus de conception des aciers inox austénitiques, le traitement d'hypertrempe. Voilà. Donc, les aciers inoxydables austénitiques, étant donné la structure à forte prédominance austénitique, cubique à face centrée, et la faible teneur en carbone de ces aciers, parce que généralement les aciers inoxydables ont des faibles teneurs en carbone. Pourquoi? Pour différentes raisons, entre autres parce que le carbone et le chrome ont une grande affinité ensemble pour former des carbures, surtout aux joints de grains. Donc, pour éviter une trop grande formation de carbure aux joints de grains, on limite généralement la teneur en carbone. La métallographie d'un acier cinétique révèle l'absence de perlite, de bénite et de martensite. Donc, vous voyez un acier inox cinétique là, à l'ambiance qui a reçu le traitement d'hypertrempe requis pour être cinétique. Ben, la métallographie révèle qu'effectivement, il n'y a ni ben, en tout cas, il ne semble pas y avoir de ferrite, malgré que ce ne serait pas possible de faire la distinction entre la ferrite et l'austenite ici, mais du moins, il n'y a pas de perlite, ni de bénite, parce qu'on aurait des grains assombris si c'était le cas. Donc, vous avez ici la métallographie d'un acier inox austénitique, une métallographie que probablement vous avez déjà observée à partir de vrais échantillons, soit dans votre cours de métallographie ou dans votre cours d'alliage léger. Donc, aucun carbure ne se forme dans ces aciers parce que le nickel n'est pas carburigène, premièrement, et que de toute façon, la phase austénitique permet de maintenir en solution d'insertion tous les atomes de carbone présents. Donc, je vous rappelle que lorsque les atomes de fer sont en cubique à face centrée, les sites octaédriques sont suffisamment spacieux pour que tout le carbone contenu dans l'acier puisse s'y insérer.
Donc, le carbone est beaucoup moins incité à former des carbures. Il est stabilisé, la phase austénitique, elle est stabilisée, donc les carbures sont déstabilisés parce que le carbone est capable de s'insérer dans tous les sites sans devoir tasser les atomes de fer. Donc, ils sont confortables, ils préfèrent rester dans les sites octaédriques du réseau cubique face centré. Donc, c'est pour ça qu'on ne verra pas de carbure dans les aciers inox austénitiques. Donc, les aciers, je vais peut-être compléter ici, là, il y a quelque chose que je n'ai pas dit encore. Donc, oui, ok, ça c'est beau. Donc, pour en rajouter à ça, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas de carbure dans l'acier, il n'y a pas de martensite, il n'y a pas de bénite, il n'y a pas de perlite, puis en plus, on a un réseau cubique face centré qui est relativement, c'est une structure qui est molle, ben, les aciers inox austénitiques sont bien entendu pas réputés pour leur grande résistance mécanique. Donc, les aciers inoxydables austénitiques, par contre, se prêtent mieux à la mise en forme par déformation plastique que les autres aciers. Ils sont plus ductiles, il n'y a pas de carbure, il n'y a pas de... le réseau, c'est du réseau cubique à face centrée partout, très ductile. On a vu que les réseaux cubiques face centrés, en tout cas en alliage léger, j'avais répété ça souvent, c'est que les métaux cubiques à face centrée, les plans denses sont plus denses. Donc les plans sont faciles à faire glisser parce que les atomes sont très près les uns des autres. Donc, les dislocations sont faciles à faire avancer dans des plans très denses. Donc, on se souvient que le réseau cubique face centré, il est plus compact que le réseau cubique centré. Donc, de manière générale, les atomes sont plus près les uns des autres. Les plans de glissement sont plus denses. Donc, des plans qui glissent plus facilement. Donc, métal plus ductile, mais moins résistant. Donc, les aciers inoxydables austénitiques, une de ces grandes forces, c'est la ductilité, l'aptitude à la mise en forme par déformation plastique. Donc, il peut supporter de grandes amplitudes de déformation sans fissurer et aussi il durcit davantage par récrouissage que les autres aciers. Les aciers inox, les aciers austénitiques, les métaux cubiques à face centrée se déforment mieux, mais aussi se durcissent mieux par écrouissage. Ils durcissent plus vite pour des amplitudes de déformation. On n'a pas besoin de grandes amplitudes de déformation pour obtenir un durcissement par écrouissage suffisant et important. Donc ça, c'est deux gros avantages que les métaux cubiques face centrés possèdent par rapport aux cubiques centrés. C'est qu'ils sont facilement déformables à fois et ils durcissent davantage par écrouissage. Donc, on peut fabriquer à l'aide de ce principe-là des casseroles obtenues par emboutissage, des réservoirs, une partie des réservoirs peut être obtenue aussi par emboutissage, par pliage. On peut obtenir des ustensiles par forgeage. Donc, ça se prête bien à la déformation. Donc, cette excellente utilité lui confère de plus une grande résistance au choc. Donc, on avait vu, là, je le répète encore, c'est que pour que les alliages métalliques puissent être résistants au choc, il faut qu'ils soient ductiles. Donc, les aciers inox austénitiques ont une très grande résistance au choc parce qu'ils sont ductiles. Par contre, ils peuvent bosseler facilement, mais au moins ils ne cassent pas de manière fragile. En plus, il offre la meilleure résistance à la corrosion de tous les aciers grâce à la fois à la forte présence du chrome et du nickel. Donc ça, vous avez vu ça dans votre cours d'alliage ferreux, là. Le chrome contribue à la résistance à la corrosion par la formation d'un film d'oxyde de chrome, qui est un film passif, là, qui fait une barrière contre l'environnement corrodant. Et en plus de ça, le nickel qui est mélangé au fer, là, partout, là, autant en surface qu'à l'intérieur, le nickel augmente la résistance à l'oxydation du fer. Donc, ça donne des aciers qui sont quand même qui offrent des résistances à la corrosion quand même assez grandes. Donc là, à ce moment-ci, je vais regarder le temps utilisé de ma part pour cette capsule-ci. Je vais m'arrêter là. Et puis, ça a été la dernière capsule de la première semaine. Donc, ça a été une grosse semaine au niveau théorique en traitement thermique, là, 6 périodes de cours, mais à partir de la semaine prochaine, ça va être 3 capsules par semaine. Et on a les laboratoires qui vont débuter ce lundi qui vient. Donc, je vais vous le rappeler encore une fois là, par un courriel où on va se voir de toute manière en essai non destructif. Donc, première séance de laboratoire ce lundi. Portez-vous bien tout le monde.